Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je prends aujourd'hui la parole devant vous au nom du groupe socialiste pour vous dire notre douleur face à l'assassinat d'Aboubacar Cissé. Pour vous dire aussi que nous saluons le changement de position de la présidence du Sénat qui ce matin disait qu'une minute de recueillement était une hystérisation du débat et qui s'y est rendu. Monsieur le Président, vous avez eu raison. Une minute de recueillement est toujours du baume sur les cœurs, du baume sur les âmes, et vous avez eu raison de changer de position. Il y a, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, devant la barbarie, un vertige qui s'est propagé dans tout le pays, puisque dans tout le pays, des rassemblements républicains, des rassemblements citoyens sont venus dire non aux crimes qui avaient été commis. Ils sont aussi venus dire non à ce qui était pressenti sous ce crime. Parce que s'il y a bien sûr toujours un mystère du mal de celui qui assassine, il y a un contexte dans lequel le mal se produit. Et ce contexte, aujourd'hui, c'est celui du conditionnement progressif de la société française à la détestation des musulmans. Il est des éditorialistes tous les jours, pour affirmer que l'islam est incompatible avec la République. Il est des influenceurs tous les jours, et la semaine dernière dans l'Oise, sur les réseaux sociaux pour dire que le nom et le prénom des médecins qui nous soignent est trop arabo-musulman pour eux. Il est des essayistes pour disserter sur une idée empoisonnée, le fait qu'il y aurait désormais deux peuples et non un peuple sur le territoire de la République. Et il est, hélas, et je dis bien hélas, des ministres de l'Intérieur qui se sont laissés aller, à des propos d'estrade, disant qu'il fallait mettre à bas la pratique cultuelle de centaines de milliers de femmes musulmanes dans notre pays, sans faire la distinction entre celles qui exercent leur liberté de conscience et celles qui sont forcées de le faire. Ma question, elle est simple. Monsieur le ministre, est-ce que nous pouvons enfin compter sur vous? Monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les sénateurs, je connais trop cette maison pour savoir que le propos doit être mesuré et qu'il est absolument nécessaire que, ici et singulièrement ici au Sénat, chacun mesure les enjeux qui sont devant nous et l'importance des mots qui sont utilisés. Le crime qui a été commis dans le Gard la semaine dernière et qui a tué Aboubacar Cissé est un crime barbare, inacceptable. Je ne reviens pas sur les faits puisque chacun les connaît et que nous avons tous bien conscience de cette abominable situation. La seule information que je puisse vous donner cet après-midi, c'est que l'auteur s'est rendu à la police italienne, accompagné d'un parent et d'un conseil, et qu'il a accepté évidemment de revenir en France et que son retour en France est prévu pour la mi-mai. Il sera naturellement jugé et il est vrai que le procureur de la République compétent a indiqué qu'il percevait probablement un certain nombre de signes d'actes racistes, mais naturellement, l'enquête judiciaire qui est ouverte nous permettra d'en savoir plus. Quant au reste, la position du gouvernement, comme celle du ministre de l'Intérieur, comme la mienne aujourd'hui et comme à l'unanimité, je l'espère bien, de cette maison, est à la modération dans le propos, car nous sommes sur un chemin glissant. Un certain nombre d'élus, nationaux ou pas nationaux, de personnalités de quelque nature que ce soit, jettent dans notre pays le poison de la division et évidemment le poison d'un communautarisme insupportable. Ils sont nombreux. Et j'ai dit que je n'entrerai pas dans la polémique, mais tout de même, un certain nombre de personnalités utilisent fortement ce moyen-là à des fins finalement électoralistes, je le dis, et de mauvais sens. Mais je conclus sur ce mot. Ce qui doit être le plus important, c'est l'unité nationale, l'unité absolue, rassemblée autour de nos valeurs, que quel que soit le banc que nous occupons, soit parfaitement défendu, et le gouvernement y veillera. Monsieur le ministre de l'Industrie, demain, 1er mai, la mobilisation sociale sera particulièrement forte dans les sites touchés par les 600 suppressions de postes annoncées par ArcelorMittal il y a quelques jours, dont 300 confirmées ce matin même pour le Nord.
pour Dunkerque et Mardic, comme pour Dèvres, Montataire, Florange, Indre ou Mouzon, nous serons nombreux demain à défiler et à témoigner notre solidarité aux salariés et aux élus qui s'inquiètent. Pourquoi ces suppressions de postes sur l'outil de production qui viennent s'ajouter aux plans sociaux déjà en cours sur les fonctions support? Pourquoi la suspension de ces investissements censés pérenniser l'activité et sur lesquels l'État s'est déjà financièrement engagé? Pourquoi ce manque de transparence de la part d'un industriel aux résultats pas si mauvais et toujours demandeur d'aide publique? Oui, le marché européen de l'acier souffre et depuis longtemps, mais la filière acier est essentielle et à ce titre, elle est d'ailleurs soutenue au plan national et européen. Nos hauts fourneaux français et européens ne doivent donc pas être sacrifiés. Ils doivent plus que jamais être électrifiés pour faire face aux enjeux énergétiques, économiques, écologiques et pour préserver notre souveraineté comme nos emplois. Si la décarbonation et la modernisation ne sont pas rapidement et directement assurées par ArcelorMittal, il faut que la France et l'Union européenne prennent de nouvelles mesures fortes pour garantir la production locale d'acier bas carbone par d'autres moyens, y compris l'entrée au capital ou la nationalisation temporaire des aciéries. Monsieur le ministre, en ce joli mois de mai qui célèbre le travail, mais aussi une Europe née justement d'une communauté autour de l'acier, pouvez-vous auprès des salariés et de nos territoires prendre ici l'engagement concret que la France aura l'audace de tout faire avec ses partenaires pour que l'acier soit notre histoire et aussi notre avenir? Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Linkenheld. Oui, la France est mobilisée. La France a été à l'initiative en Europe pour soutenir un plan d'urgence pour la sidérurgie européenne. J'ai convoqué à Paris un sommet le 17 février avec l'ensemble des ministres concernés par la production sidérurgique, avec l'ensemble des représentants des filières, avec les organisations syndicales, avec la Commission européenne, pour mettre sur la table un certain nombre de propositions visant à nous défendre. Je dis nous défendre parce que le sujet est bien celui de la défense. La défense face à une concurrence qui est déloyale, la concurrence en particulier de l'acier chinois massivement subventionné, très fortement carboné dans sa production. Et vous l'avez dit, un des enjeux, c'est la décarbonation. Donc nous agissons, et nous agissons au niveau européen. Mais nous n'agissons pas qu'au niveau européen. Vous serez mobilisés demain, et je sais votre engagement, l'engagement de l'ensemble des élus, le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit, le président de la région, Xavier Bertrand, l'ensemble des parlementaires, et j'ai eu l'occasion de répondre à un certain nombre de questions sur le sujet hier et aujourd'hui à l'Assemblée. Le travail ne peut être que collectif. Nous devons résoudre le problème de la protection commerciale et être très ambitieux. Nous ferons pression sur la Commission européenne et je rencontrerai, après avoir rencontré la direction d'Arcelor hier, le commissaire Stéphane Séjourné dans les prochains jours pour porter à sa connaissance l'ensemble des leviers que nous proposons pour que les investissements dans la décarbonation que vous appelez de vos voeux, que nous appelons de nos voeux, se fassent. Pour que ces investissements se fassent, il faut agir sur la protection commerciale, il faut agir sur la taxation carbone aux frontières qui rentrera en vigueur au 1er janvier 2026 avec le souci que cette taxation soit efficace. Et nous faisons des propositions pour qu'elle le soit. Il faut agir sur les coûts de l'électricité. Il faut agir sur tous les enjeux de compétitivité. Et vous le savez, l'État est en soutien de l'investissement de la filière sidérurgique et de tous les industriels pour leur décarbonation. Mais pour cela, il faut évidemment que les industriels prennent des décisions. Nous allons créer les conditions pour qu'ils le fassent. Nous le ferons avec l'ensemble des élus. Et je vous remercie également pour votre engagement sur ce sujet. Monsieur le ministre, chers collègues, il y a 8 ans, la majorité promettait monts et merveilles avec la suppression de la taxe d'habitation. Plus de pouvoir d'achat pour les Français, pas de perte pour les collectivités et des finances publiques sous contrôle. Mais aujourd'hui, les faits sont têtus. Le déficit public atteint 5,8% du PIB, la dette publique dépasse 113% du PIB, les collectivités locales sont privées de leviers fiscaux et dépendent des dotations de l'État, le financement des services publics locaux est déséquilibré. Le constat est sans appel. Les collectivités locales, injustement accusées de dégrader les comptes publics, ne sauraient être des variables d'ajustement budgétaire ni être cantonnées à un simple rôle de guichet de l'État. Pourtant, le président de la République continue d'exclure toute remise en question d'une décision déjà injustifiée en 2017, devenue en 2025 totalement irresponsable. Vous avez évoqué, Monsieur le ministre, l'idée d'une contribution des citoyens au financement des services publics locaux. Cette proposition a le mérite d'ouvrir le débat sur la fiscalité locale et plus largement sur les ressources des collectivités. Vous êtes donc assez lucide pour mesurer l'impasse dans laquelle nous sommes. Alors, allez-vous continuer de défendre la suppression de la taxe d'habitation, réforme que vous savez au fond mauvaise,
ou choisirez-vous de redonner aux élus locaux l'autonomie financière dont ils ont besoin? Merci, Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Isabelle Briquet. Votre question va me permettre de mettre au point trois niveaux de réponse. Premièrement, la taxe d'habitation a été supprimée. Elle a été annoncée pendant la campagne électorale du président de la République. Il a tenu ses engagements, il a supprimé la taxe d'habitation. Beaucoup de parlementaires aujourd'hui envisagent de rétablir cette... Mais je n'ai vu aucune proposition de loi déposée par un parlementaire sur ce sujet. C'est la première chose. La deuxième chose concerne l'état de nos finances publiques. Nous sommes aujourd'hui, sous l'autorité du Premier ministre, en train de faire la pédagogie de l'état de nos finances publiques, c'est-à-dire du grave déficit qui frappe notre pays. Et je voudrais dire à cet égard que rien n'est arbitré, mais que la pédagogie continue. Je recevrai mardi prochain l'ensemble des associations d'élus. Elles sont au nombre de 7, connues et reconnues, et nous débattrons ensemble de réflexions sur les propositions qui pourront être faites dans le cadre de cette réflexion. Et rien n'est arbitré s'agissant du budget. Enfin, troisièmement, j'évoque depuis longtemps, et je vais continuer à le faire, je l'ai fait devant la délégation aux collectivités territoriales que préside le sénateur Bernard Delcros. Je pense que nous ne pourrons pas durer longtemps avec un nombre de personnes qui financent les communes, à savoir les propriétaires. Dans certaines communes, il y a 30% de propriétaires et 70% de personnes qui ne payent pas l'impôt local. Et donc, mon idée, mais ce n'est pas la seule, elle est reprise par la collectivité bien souvent, mon idée c'est qu'à terme, il y ait une contribution pour que chacun mesure les efforts de service public qui sont faits par nos communes et qu'on recrée ainsi un lien citoyen entre le consommateur habitant et la municipalité qui exerce le pouvoir du service public. Vous le voyez bien, Monsieur le Ministre, la suppression de la taxe d'habitation n'a pas été seulement une erreur budgétaire, c'est aussi une faute politique, faute pour les collectivités, privées d'une grande part d'autonomie fiscale et financière, faute pour l'État, qui perd chaque année plus de 20 milliards en compensation, et je crois que l'État n'en a pas besoin, et pour les contribuables locaux, vous venez de le préciser, mais faudrait-il encore qu'une contribution s'évalue avec un niveau de revenu, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, et ça nourrit, vous le savez, le ressentiment. Conclure. Refuser de reconnaître cet échec, c'est condamner un peu plus nos collectivités, donc il faut agir.